Podcast. Bonjour tout le monde, ici Pomme. L'épisode que vous allez écouter est un peu particulier car il a été fait pour Watchlist à l'origine. Donc il se concentre surtout sur l'adaptation ciné du livre L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt. Toutefois, Lily parle également du livre et le recommande, donc ça remplit le contrat pour Choix-Pitre. Ce qui nous a surtout motivé à partager cet épisode sur le flux de Choix-Pitre, c'est que nous sommes en plein dans la semaine du podcaston. Lily vous en dit plus à ce sujet au début de son épisode. Et qu'en plus de parler d'un film et d'un livre, elle parle d'une association qui lui tient vraiment à cœur. Bonne écoute à tout le monde, et n'hésitez pas à partager en masse, c'est pour la bonne cause. Salut, c'est Lily de la team Podcut, et aujourd'hui je vous présente un épisode un peu particulier de Watchlist, mais qui pourrait aussi être un épisode de Choix-Pitre, ou l'inverse. En tous les cas, c'est un épisode particulier parce qu'il s'inscrit dans une semaine qui est celle du podcaston, c'est-à-dire que pendant 7 jours, on a plus d'une centaine d'animateurs et animatrices de podcasts qui vont se mobiliser pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une mobilisation à laquelle on est très content de participer chez Podcut et on va reparler du podcaston à la fin de l'épisode. Et dans ce contexte, je vais vous parler d'une œuvre qui est à la fois un livre et une adaptation en film. C'est pour ça que c'est à la fois un épisode qui pourrait trouver sa place chez Choix-Pitre et chez Watchlist. L'œuvre que je vais évoquer aujourd'hui, c'est L'amour et les forêts. L'amour et les forêts, c'est un livre de Éric Reinhardt qui a été publié en 2014 chez Gallimard et qui a reçu le prix France Culture Télérama. Et c'est également un film qui porte le même titre, qui est sorti en 2023, qui est l'adaptation qui a été réalisée par Valérie Donzelli sur un scénario coécrit avec Audrey Diwan. Audrey Diwan étant par ailleurs la réalisatrice du film L'événement, adapté de Annie Ernaux, si ça vous dit quelque chose. De quoi ça parle, L'amour et les forêts ? Pas exactement de la même chose dans le livre et dans le film, en fait. Donc on va d'abord parler du livre. Le livre, c'est un roman qui est du point de vue d'un homme qui est écrivain. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une de ses lectrices qui lui écrit des lettres pour lui expliquer sa vie et ce qu'elle traverse. Elle est mariée, elle a des enfants et lui, il va accepter de la rencontrer parce qu'elle est très enthousiaste envers son œuvre et parce qu'il est assez touché par ce qu'elle lui raconte de sa vie. Elle écrit bien parce qu'elle est prof de lettres et donc voilà, elle a une façon aussi de raconter son histoire qui, lui, va l'intéresser, le toucher. Et puis, voilà, dans leurs échanges, qui vont être essentiellement des mails après, elle va lui expliquer qu'elle est malheureuse, qu'elle n'est pas à l'aise dans son statut de mère, elle a l'impression que ses enfants ne l'aiment pas, que ça ne se passe pas bien avec son mari, qu'il la harcèle, qu'il la persécute, qu'elle n'arrive pas à partir et à quitter cette situation. Et voilà, à chaque fois qu'elle essaye de partir, qu'elle essaye d'avoir une façon de trouver une forme de liberté, elle a l'impression que finalement, ça n'aboutit qu'à ce que l'étau se resserre sur elle. Et voilà, elle se sent piégée, elle se sent quelque part hors du monde réel, même si elle a un entourage. Et lui, il est très ému, l'écrivain, par cette femme. Il est très intrigué aussi. Et il essaye de trouver une façon de l'aider, en fait. Et aussi, quelque part, c'est pour lui une forme d'échappatoire, une forme de... On ne sait pas trop si c'est une façon aussi de retrouver l'inspiration, peut-être, etc. Et voilà, l'écrivain Éric Reinhardt a expliqué que c'était une histoire de fiction, mais qui s'inspirait de plusieurs personnes réelles qui lui avaient écrit et qu'il avait rencontrées, donc plusieurs de ses lectrices, que simplement il avait mélangé les histoires pour créer cette situation, et que voilà, il y avait une femme par exemple qui lui avait demandé d'écrire son histoire et qui s'était inspiré de ça et de lettres qu'il avait reçues, etc.
Mais ça n'a pas forcément été toujours bien perçu. Il y a notamment eu une plainte contre lui pour avoir justement pioché dans une correspondance réelle avec une lectrice qui lui avait écrit après son livre précédent qu'elle avait trouvé très touchant, etc. Voilà, donc il y a un peu une polémique autour de ce texte. Et finalement, il y a eu un accord confidentiel, donc il n'y a pas eu de procès. Mais voilà, c'est un texte qui a été soumis à polémique parce que on a quand même l'impression, quelque part, que ce personnage d'écrivain qui reçoit les confidences d'une femme qui est dans une situation de violence conjugale psychologique, ça pourrait très bien être vraiment lui-même, Eric Reinhardt, qui pioche allègrement dans des courriers et des rencontres avec ses lectrices. Donc voilà, ça a par contre été un livre qui a été très bien reçu par la critique, qui a été très salué, qui a été primé, etc. Mais c'est un texte qui est à la fois facile à lire parce que le style est très littéraire, très beau, voilà, et en même temps douloureux parce que y a assez peu d'échappatoire pour le personnage féminin de Bénédicte Ombre d'Âne. C'est un texte qui est très lourd, qui laisse une sensation étouffante, et comme c'est du point de vue extérieur d'un homme, ça pose aussi question finalement sur la façon d'aborder ce sujet de la violence dans un couple par un témoin extérieur masculin. Qu'est-ce que ça donne en fait comme angle de vue sur ce sujet finalement, que ce soit un homme qui en parle et pas directement la principale intéressée ou voilà, d'autres personnages impliqués dans la situation. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les textes d'Éric Reinhardt. Son dernier en date, Sarah, Suzanne et l'écrivain, est aussi un texte qui est construit par ce procédé-là, où il y a un personnage d'écrivain qui va recueillir les confidences d'une femme et en faire un livre. Donc c'est un motif qu'on retrouve à plusieurs reprises dans son œuvre, et qu'on retrouve donc en particulier dans L'amour et les forêts, qui est donc une histoire assez tragique. Et l'adaptation qui en est faite donc, au cinéma, qui est coécrite à quatre mains par Audrey Diwan et Valérie Donzelli. Je rappelais que Audrey Diwan, c'est la réalisatrice de L'événement, parce que pour moi, ça a du sens quand on pense à de quoi parle L'événement. L'événement, c'est déjà un film qui donc, est inspiré d'un texte d'Annie Ernaux sur l'avortement qu'elle a subi à une époque où c'était interdit d'avorter en France, quand elle était une jeune étudiante. Et c'est du coup un film assez étouffant lui aussi, qui suit une jeune femme qui a comme un chronomètre au-dessus de la tête, parce qu'elle sait que plus elle attend avant de pouvoir avorter, plus ce sera compliqué pour elle de le faire, et plus elle risque de se retrouver coincée, devoir abandonner ses études à cause de cet enfant qu'elle porte, etc. Donc c'est déjà une œuvre sur la condition féminine et les difficultés d'être une femme, et les pressions que la société peut faire peser sur une femme. Et voilà, cette association avec Valérie Donzelli, ça donne un film qui est quand même très différent du roman d'origine. Personnellement, je préfère le film, et je peux expliquer pourquoi. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Oh, bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Dans le film, on retrouve l'univers de Valérie Donzelli. C'est une cinéaste qui a toujours un brin de fantaisie ou de folie, quelque chose de décalé dans ses œuvres. Souvent, il y a quelque chose de poétique et d'un peu... Ces personnages traînent une forme de mélancolie ou de sentiment d'inadéquation avec le monde, et ont une façon d'y faire face assez
singulière. Et très souvent, dans ces films, ils vont exprimer des moments d'émotion par des scènes dansées ou chantées. Et dans L'amour et les forêts, déjà, il y a une très belle bande-son de Gabriel Yared. Et en plus, il y a une scène chantée. Il y a une chanson à un moment entre les deux personnages principaux qui sont en voiture. En fait, c'est un point de bascule dans le film, cette chanson. Et c'est vraiment une idée originale de l'avoir manifestée comme ça. Parce que à la fois, la chanson a l'air très mignonne et c'est une ballade romantique sur un couple qui se dit que ils entament une nouvelle vie parce qu'ils déménagent, ils vont avoir leur maison, ils vont faire des enfants, ils vont s'installer et ils commencent vraiment leur vie à deux. Et en même temps, c'est un point de bascule parce que c'est à partir de là dans le film que tout va commencer à mal tourner. Tu vois l'horizon qui se dessine, tu le vois bien, tu le devines, c'est notre nouvelle vie. Je sais, oui, je suis heureuse, même si c'est difficile de partir et laisser tous mes souvenirs. Cette chanson, elle est chantée par les protagonistes qui sont joués par Virginie Efira et Melville Poupeau. Donc, ce qu'on remarque déjà tout de suite dans le film par rapport au livre, c'est qu'il n'y a pas ce personnage d'écrivain qui va être le confident de la femme qui subit la situation. En fait, il y a bien la femme qui raconte ce qui lui est arrivé dans le film, mais c'est pas à un homme écrivain qu'elle le raconte. Et on comprend que assez tardivement dans le film quelle est la situation dans laquelle elle va faire le récit de son histoire. Mais en tout cas, c'est pas le même point de vue. On a vraiment l'impression d'être avec elle, on suit ce qui lui arrive au quotidien, et donc on n'a vraiment pas ce filtre du prisme du regard masculin sur la situation. Là, on est vraiment dans la peau d'une femme qui va se retrouver prise dans une situation de violence de couple. Et je trouve que c'est un film qui montre très bien justement la gradation de ces violences et à quel point le profil d'un homme qui commet ces violences n'est pas forcément toujours cliché, en fait. Donc là, c'est Melville Poupeau qui joue le compagnon du personnage féminin. Et au début, dès leur rencontre, il va l'entourer d'attention, d'affection, et il va créer une forme de mythologie autour de leur relation, en lui se présentant un peu comme l'homme qui est destiné à être avec elle, une forme de gendre idéal, de prince charmant. Voilà, il est bien mis, bien habillé, courtois, serviable, il a l'air d'avoir une bonne situation, d'être un bon parti, comme on dit. Et c'est un peu le contraire si on prend d'autres films qui parlent de violence dans le couple, et en particulier, j'avais fait un épisode lors du podcaston de l'année dernière sur Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, que je vous invite à écouter si vous n'avez pas encore écouté. Et dans Jusqu'à la garde, l'homme qui est violent, il est incarné par Denis Ménochet, qui va plutôt représenter un homme qui en impose physiquement, qui est assez taciturne, qui va avoir des réactions brusques ou brutales, qui va même un peu faire peur à ses enfants dans sa façon de réagir, etc., et plus qu'un peu au fil du film, mais qui d'emblée peut apparaître comme un peu menaçant, même dans sa stature et dans sa façon de se tenir et de s'exprimer, etc. Alors que là, Melville Poupeau, au début, justement, c'est pas du tout ça. C'est plutôt voilà, un homme qui apparaît comme policé, bien élevé, bien éduqué, tout gentil, tout mielleux, on aurait même envie de dire. Et ça correspond à un autre red flag qui est celui un peu du gaslighting ou du love bombing, on va dire, pour employer des termes qu'on emploie de nos jours, pour expliquer une façon d'installer une emprise dans une relation et dans une situation, c'est-à-dire que tout de suite, le personnage de Blanche, donc elle a été renommée, elle s'appelle pas Bénédicte comme dans le texte de Éric Reinhardt.
Le personnage qui est joué par Virginie Efira, elle s'appelle Blanche, et en fait, c'est un peu une oie blanche. Elle est un peu naïve, elle est seule depuis un moment, elle se sent pas forcément très intéressante aux yeux des hommes, elle pense que sa sœur jumelle est mieux qu'elle, quelque part. Elles sont très différentes, et Blanche, c'est celle qui est un peu naïve et rêveuse et pas très sûre d'elle. Et puis, elle rencontre cet homme, et puis tout de suite, il va lui tenir des grands discours amoureux, il va vouloir la voir très souvent, il va très vite être très présent dans sa vie. Et ce qui peut apparaître comme charmant et comme une manière d'être impliqué, d'être investi, d'être sérieux dans la relation, et donc d'avoir vraiment des sentiments et de ne pas vouloir jouer avec elle, etc., c'est aussi une façon, très vite, de la mettre sous sa coupe, de ne pas lui laisser un espace de réflexion par rapport à ce qui va se passer et d'installer une situation où il va devenir le centre de son univers. Ça, le film le montre très bien. Par petites touches progressives, à la fois il y a quelque chose un peu du conte dans le film qui a une esthétique un peu proche même quelque part des films de Jacques Demy, avec les deux sœurs, ça serait presque les demoiselles de Rochefort. Elles ont des couleurs différentes, quand on les voit l'une puis l'autre dans certaines scènes, l'éclairage va changer pour correspondre au caractère de chacune, etc. Et il y a quelque chose comme ça d'assez fantaisiste. Et puis après, quand ils vont habiter ensemble, qu'ils vont déménager, le couple Blanche et Greg, et qu'ils vont habiter dans leur maison, la maison, elle a quelque chose d'un peu imposant, impressionnant, elle devient un peu sombre, l'éclairage va jouer sur les ombres. Et puis il y a aussi un travail du son, où finalement, quand elle est seule et qu'elle entend sa voiture à lui arriver, ça devient comme une menace. Dès qu'elle sent que sa présence arrive, en fait, c'est une contrainte pour elle. Petit à petit, elle se sent complètement étouffée dans cette relation. Elle n'a plus aucune marge de liberté. Le seul endroit qui va devenir un peu l'endroit où elle est plus libre, c'est là où elle travaille. Donc, elle est prof. Donc, quand elle va dans son établissement scolaire, au moins, il n'est pas avec elle. Mais sinon, on a l'impression qu'il est partout. Et finalement, il va même arriver jusqu'à venir vérifier qu'elle est dans l'établissement, passer devant, venir la chercher, etc. Et c'est une façon de représenter l'emprise qui s'installe dans une relation amoureuse toxique, où il va trouver moyen de la couper de son entourage. Déjà, en les faisant déménager, il l'éloigne de sa mère et de sa sœur. Ensuite, il s'arrange pour la détourner de l'idée de rentrer les voir à Noël, empêcher que sa mère ou sa sœur leur rende visite, etc. Donc, c'est une emprise qui va s'installer petit à petit, et le film montre très bien, avec un jeu très nuancé des acteurs. Melville Poupeau, il est super justement dans ce rôle d'homme qui va mettre en place une stratégie agresseur subtile et progressive, avec des moments des coups d'éclat, de colère, etc. Et des moments à l'inverse où il va trouver moyen de rétablir ce narratif qu'il a imposé dès le début d'une histoire d'amour parfaite, comme destinée entre eux, etc. Notamment, ça passe par le fait de mettre une musique et un peu leur chanson et tout. Il y a plein de choses qui créent une forme de mythologie autour de cette relation. Et puis après, évidemment, ils ont des enfants. Donc aussi, pour la femme, c'est un sujet. Enfin, elle ne peut pas partir en laissant ses enfants. Et pour lui, c'est aussi un moyen de pression de dire que si elle part, elle ne reverra pas les enfants, ou qu'elle ne peut pas, lui, le priver des enfants, etc. Et ça devient un enjeu aussi de négociation quelque part au sein du couple. Et voilà, il y a une gradation dans les violences. Il y a une gradation où on voit bien que ça commence souvent par des remarques, des petites piques qui vont venir entre des moments d'exaltation amoureuse et de déclaration amoureuse. Alors, il lui fait une remarque sur sa coiffure, etc. Et puis après, ça va être de la jalousie, une façon d'agir de manière contrôlante, d'essayer de savoir tout ce qu'elle fait, d'essayer de l'empêcher de voir d'autres hommes, même si c'était pas à des fins romantiques. Et plus il est jaloux, plus il la pousse à la faute aussi, quelque part. C'est ça qui va déclencher, vraiment qui va mettre le feu aux poudres, on va dire. Jusque-là, en fait, il y a plein de choses qui sont quand même assez similaires au roman. Et là où c'est vraiment différent, sans trop spoiler, c'est que dans le film de Valérie Donzelli, il y a une grande place par rapport au texte original qui est accordée à la sororité. Alors déjà parce que ce sont des sœurs jumelles, et aussi parce que finalement, le personnage de Blanche va croiser d'autres personnages féminins qui vont l'aider à se rendre compte que sa situation n'est pas normale, que son mari n'a pas un comportement juste de compagnon aimant,
mais d'hommes contrôlants, toxiques, qui la tient recluse en fait dans leur vie, et que de plus en plus ils se montrent violents avec elle dans les mots, mais dans les gestes aussi, de plus en plus jusqu'à un point culminant de la violence, et que c'est pas admissible qu'elle y retourne et qu'il faut absolument qu'elle trouve une solution pour en sortir. Et là où le livre a tendance à se montrer comme une tragédie où de toute façon il n'y a pas d'issue, et c'est en ça qu'il est suffocant et qu'il est terrible à la lecture, en particulier quand on est une femme, le film à la fois arrive à rendre cette atmosphère de conte un peu de Barbe Bleue, quoi, de conte macabre et de conte qui tourne mal, comme un conte de fées qui aurait mal tourné, quoi. Par ses effets, le son, les lumières, les cadrages et le jeu de l'acteur qui est de plus en plus angoissant. En même temps, il y a quand même une forme de lumière et quelque chose de plus contemporain qui me paraît beaucoup plus actuel dans la façon de montrer justement ces réseaux de solidarité féminine, la façon dont on peut essayer de trouver des solutions pour s'en sortir, pour échapper à l'emprise, pour se reconstruire, pour mettre en sécurité ses enfants aussi. Voilà. Et ça, ce choix de faire une fin très différente et de renier l'idée d'une fatalité, c'est ce qui est propre au film, et c'est ce qui, pour moi, en fait une œuvre bien meilleure sur le sujet des violences de couple que le livre, parce qu'on est vraiment d'un point de vue féminin, on met en avant la sororité et on donne des moyens de s'en sortir et on montre de l'espoir, même si on a quand même été réaliste et on a bien montré à quel point c'était terrible et difficile comme situation, et c'est des situations qui font peur, et c'est des situations qui paraissent inextricables, etc. C'est un film que j'ai trouvé très très juste dans ses dialogues entre les personnages, la gradation des termes qui sont employés, des expressions, le côté souffler le chaud et le froid, etc. Du personnage. Vraiment, la stratégie agresseur, en fait, elle est très bien montrée, très bien déployée. C'est malheureusement très fidèle à la réalité de ce qui peut se passer. Tout en gardant la petite touche de fantaisie de l'univers de Valérie Donzelli. Si vous avez vu d'autres de ses films, comme La Reine des Pommes, ou comme Notre-Dame, ou comme La Guerre est déclarée, voilà, vous connaissez son style. Ou la très bonne série qu'elle a faite, aussi disponible sur Arte, Nona et ses filles. Dans ces cas-là, vous voyez ce que j'entends par la fantaisie de Valérie Donzelli, et on retrouve ça malgré son sujet très sérieux. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment un tour de force. Et évidemment, Virginie Efira est super, je dis depuis tout à l'heure que Melville Poupeau est très bien, mais Virginie Efira est super dans ce rôle de femme un peu naïve et qui va être confrontée à un homme toxique et qui va devoir ouvrir les yeux sur la situation et prendre confiance en elle-même aussi pour avoir une chance de s'en sortir. Donc c'est un très bon film qu'on peut retrouver actuellement sur Canal+ par abonnement, et probablement très bientôt en VOD sur d'autres plateformes et en support physique également. C'est un film qui dure 1h45, en français, qui fait partie de ce qu'on classerait dans les drames ou les thrillers, qui a quand même une certaine tension. C'est pas un film très facile à regarder, surtout quand on a été soi-même victime de ce genre de situation à divers degrés, mais voilà, c'est un film que je trouve très juste sur le sujet des violences de couple et assez loin des clichés qu'on peut avoir sur ce que c'est qu'un homme violent et comment ça se passe cette situation-là. Et c'est un point de vue plus féminin et plus proche des victimes que celui du roman dont c'est adapté. Donc pour moi, une très bonne adaptation qui est meilleure que l'œuvre originale. Et donc maintenant que je vous ai recommandé le livre éventuellement, mais surtout le film L'amour et les forêts, j'en viens à reparler du podcaston. N'oubliez pas, donc on est dans une semaine où on met en avant des associations sur plein de sujets différents, mais qui ont besoin toujours de dons pour arriver à vivre et à continuer leur travail. Donc le podcaston, c'est une initiative qui se manifeste par une plateforme où vous allez pouvoir retrouver tous les podcasts qui participent. Le site, c'est www.podcaston.org. Vous retrouverez ça dans la description de l'épisode. Et vous pouvez aller écouter plein de podcasts et découvrir plein d'autres associations sur plein de thèmes différents.
Et vous pouvez aussi, du coup, faire une promesse de don pour les associations concernées sur podcaston.org très facilement. Moi, l'association dont je souhaite parler en rapport avec le thème de l'œuvre évoquée, donc avec les violences faites aux femmes, c'est la Maison des femmes de Paris. Donc, c'est un espace d'initiative et de solidarité féministe, comme l'association se définit elle-même. C'est une association qui existe depuis 1981, qui a un local dans le 12e arrondissement de Paris, qui a un site sur WordPress qui est mdfparis.wordpress.com, où vous pouvez trouver toutes les informations. Et c'est une association qui a plein de fonctions pour aider les femmes dans divers domaines, les aider dans le respect de leurs droits, dans leur capacité d'agir, leur autonomie, qui va œuvrer pour l'égalité, la citoyenneté, et avoir un accueil individualisé et des dynamiques collectives avec des ateliers, des groupes de parole en fonction des différentes thématiques. C'est une asso qui en particulier est très investie contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, les violences sexistes et sexuelles, que ce soit dans le cadre de violences conjugales, psychologiques, physiques, sexuelles, tout ce qu'on peut imaginer, dans le cadre familial, dans les lieux publics, des violences subies dans l'enfance. Ça va aussi permettre de venir en appui pour des personnes qui ont été victimes d'inceste et qui va aussi pouvoir aider à des démarches d'insertion professionnelle, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au numérique pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise avec le numérique, dans le fait de reprendre confiance en soi pour élaborer un projet professionnel. Et puis, il y a aussi un accueil spécifique en langue française des signes pour les personnes concernées. Donc ça, c'est aussi des infos que vous pouvez retrouver sur le site. Et en particulier, je tiens à préciser qu'à la Maison des femmes de Paris, on peut rencontrer de manière confidentielle une psychologue clinicienne. On peut avoir 3 rendez-vous avec elle et après, elle peut nous orienter vers des groupes de parole en fonction des problématiques rencontrées. Voilà, on ne le sait pas toujours. L'accès à des soins psy et un début de suivi psy n'est pas forcément facile parce que tout le monde n'a pas les moyens financièrement, tout le monde ne sait pas vers qui se tourner. Les centres publics et remboursés, souvent les listes d'attente sont très longues. Donc à la Maison des femmes, ça peut aller relativement plus vite et il y a sûrement d'autres associations aussi. Renseignez-vous si vous n'êtes pas à Paris. Mais en tout cas, si vous êtes à Paris et que vous êtes concerné par des problématiques spécifiques aux femmes, et en particulier si vous êtes ou si vous avez été victime de violences, que ce soit dans une situation conjugale ou une autre situation, n'hésitez pas à leur envoyer un mail, à prendre contact avec eux et à être accueillis, avoir un premier rendez-vous qui permettra éventuellement de vous orienter vers des rendez-vous avec leur psychologue, que je salue, pour son travail vraiment très investi et pour aider les femmes à reprendre confiance en elles et en leur potentiel et en leur capacité à aller mieux, quel que soit ce qu'elles ont traversé. Donc voilà, c'est vraiment une belle association qui met l'accent sur la sororité, qui met l'accent sur le fait de reprendre confiance en soi, de comprendre ce qu'on a subi, de comprendre qu'on n'est jamais responsable de ce qu'on a subi. Et c'est aussi une des choses qu'on voit dans le film, justement, vers la fin de L'amour et les forêts, et qui me semble toujours primordial à rappeler. Donc si vous voulez soutenir l'association La Maison des femmes de Paris, vous pouvez passer par le site du Podcaston. Je rappelle, c'est www.podcaston.org. C'est désormais la fin de cet épisode. Je rappelle que Watchlist et Choix-Pitres sont des podcasts du label Podcut. Le label contient aussi plein d'autres podcasts que vous pouvez venir découvrir sur le site podcut.studio. Et on a aussi un Discord, venez, on est très sympa et tous les liens sont dans la bio. Voilà, moi c'était Lily de la team Podcut et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir le livre et le film dont je vous ai parlé et surtout d'aller découvrir toutes les associations mises en avant cette semaine dans le cadre du Podcaston. Et je vous dis à bientôt. À notre nouvelle vie qui commence aujourd'hui.